Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous pour le 66e épisode du podcast des nous. Suite et fin, tant attendu, du petit tour d'un choix de grands classiques de la bande dessinée franco-belge. Un peu plus de BD. Bonjour, voici le 66e épisode du podcast des nous. Les grands classiques de la BD, Part 2. En espérant que ce sera plus intéressant que la première partie, commençons avec les débuts de la BD adulte. L'essor de la BD pour la jeunesse correspond à l'arrivée d'une nouvelle génération d'auteurs talentueux, mais aussi et surtout à une génération d'enfants lecteurs suite au baby-boom. Sans grande surprise, bien que la volonté de liberté des auteurs y soit pour beaucoup, le vieillissement de ce public en adolescent prépare le terrain pour la naissance puis l'essor d'une BD plus adulte, dans un premier temps inspirée par les Américains avec le succès d'une publication telle que Mad et les débuts du comic underground. La principale revue témoignant de cette période est bien sûr la revue satirique Harakiri, qui sera éventuellement remplacée par Charlie Hebdo suite à son interdiction, du moins la version hebdomadaire de Harakiri qui sera interdite puisque la version mensuelle d'Harakiri a été publiée encore pendant un certain temps. Mais la série la plus emblématique, il me semble, des débuts de cette BD plus adulte, a été publié dans une autre revue, V-Magazine, soit Barbarella. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, Barbarella est une série plutôt intéressante de science-fiction avec une jolie demoiselle qui fait diverses petites aventures spatiales les unes après les autres où elle rencontre sexuellement des divers humains de d'autres planètes. C'est assez anecdotique mais sympathique. Le film adapté de cette bande dessinée, par contre, est absolument génial, hilarant. Jane Fonda est parfaite pour le rôle. Pilote commencera assez rapidement à s'intéresser un peu au public adulte en publiant des séries comme La rubrique à braque de Gottlieb, Cellulite de Bretécher ou Lancelot de Druyet. J'ai déjà mentionné Lancelot. Je n'ai jamais lu Cellulite. En fait, je n'ai personnellement pas lu grand-chose de Bretécher jusqu'à présent. D'ailleurs, je prononce probablement très mal son nom. Il me semble qu'habituellement, on le prononce Bretéché. Et par contre, la rubrique à braque de Gottlieb, c'est la perfection absolue. C'est hilarant. Il faut lire les 5 tomes de cette bande dessinée. C'est à se renverser. Techniquement, c'est une chronique dont les différents épisodes de cette chronique sont réunis dans les 5 albums. Mais c'est tellement un sommet de l'humour. Bien évidemment, après les débuts, il y a eu l'essor dans plusieurs directions de la BD adulte. Certains auteurs en auront un peu ras-le-bol de se faire dicter leur conduite dans la publication jeunesse et vont décider de voler de leurs propres ailes dans des publications plus adultes. Ainsi, Mandrika, Bretéché et Gottlieb vont quitter Pilote pour fonder l'Écho des Savanes, où Mandrika va continuer son concombre masqué, Gottlieb va se vaudrer dans les blagues de cul, et Bretéché proposera son approche propre de la BD. Suite aux problèmes financiers, l'aventure ne sera pas de très longue durée. Bretéché et Gottlieb
Quittant le navire quelque temps avant le naufrage, cette première en se lançant dans l'autopublication, jusqu'à ce qu'elle décroche un emploi au Nouvel Observateur, et Gottlieb lançant une autre revue avec des collègues, Fluide Glacial. Mais cette aventure a eu un impact majeur. Déjà, elle précède Fluide Glacial. Ensuite, elle sera relancée par d'autres équipes plus tard. Surtout, elle inspirera une autre revue incontournable. Suivant l'exemple de l'Écho des savanes, Dionnet, Druyet et Moebius vont quitter Pilote et avec le comptable Farkas vont fonder leur revue de BD SF Métal Hurlant. Bien que cette revue n'ait pas inventé le roman graphique, la déconstruction de la narration traditionnelle, l'explosion du découpage, l'expérimentation narrative, elle est une sorte d'emblème de ce tournant de la BD de par sa politique qui met en avant le graphisme plus que les histoires contées. De nombreux classiques en découlent. Bien que ça se voulait une revue de science-fiction, ça s'est ouvert assez vite aux autres genres. La revue est reconnue aussi pour sa BD rock et aussi pour la publication de certaines BD se voulant d'une approche rétro qui relance la ligne claire mixée avec le style de d'autres auteurs de la même époque. Ce qu'on appelle, semble-t-il, le style atome, celui des débuts de l'école de Marcinelle, soit Franquin, Maurice et Will à leur début. Après avoir appris les ficelles du métier au studio de JG, le style des auteurs a continué à évoluer et va marquer plusieurs générations d'auteurs, ce qui continuera l'école de Marcinelle, mais pas vraiment le style atome de leur début. Je vais maintenant mentionner plusieurs classiques de Métal Hurlant. Il y a bien évidemment eu Arzac de Moebius, une bande dessinée sans texte, à l'exception du titre, écrit de manière différente d'un épisode à l'autre d'ailleurs. Une bande dessinée très expérimentale dans son découpage et sa narration. Absolument magnifique visuellement. Moebius aussi fait Le Garage hermétique, une bande dessinée où il faisait avec lui-même la technique du cadavre exquis en quelque sorte, puisque chaque épisode était fait en improvisation totale par rapport au précédent. Il a aussi dessiné The Long Tomorrow sur un scénario de Dan O'Bannon, qui est reconnu comme un classique de science-fiction qui a beaucoup inspiré le cinéma. Il y a eu évidemment l'incontournable Incal de Jodorowsky et Moebius, une bande dessinée absolument extraordinaire qu'il faut lire dans sa vie, absolument. Il y a aussi La Nuit de Druyet, qui techniquement n'a pas été publié dans Métal Hurlant, mais dans une publication amie pour des raisons d'espace, mais qui a été édité en album par l'éditeur de Métal Hurlant, c'est-à-dire Les Humanoïdes Associés. Une bande dessinée majeure, tragique, intéressante, une expérience unique. Il y a Yves Chaland qui a fait des bandes dessinées incontournables telles que Bob Fish et sa série des aventures de Freddy Lombard. Bob Fish est absolument hilarant. Ce n'est qu'une histoire, mais c'est vraiment très, 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 très drôle. Je suis moins emballé par les aventures de Freddy Lombard, mais c'est intéressant tout de même. En parallèle, on voit éclore une approche totalement différente de la BD pour adultes chez Casterman, puis Glénat, avec une BD beaucoup plus traditionnelle dans sa narration, peut-être même encore plus que la BD classique pour la jeunesse, peut-être pas dans son graphisme, mais dans sa narration, qui doit beaucoup au roman, notamment historique. Ainsi naîtront les publications À suivre et Circus.
avec des séries classiques telles que Nestor Burma par Jacques Tardy, d'après les romans de Léo Mallet, repris depuis par Emmanuel Moynot et Nicolas Barral. Une série policière assez sympathique. Il y a aussi Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec par Jacques Tardy, un classique. Les cités obscures par le dessinateur François Schuiten et le scénariste Benoît Peter, dont je parle déjà dans l'épisode 52 du podcast des Nous. Il y a aussi Balade au bout du monde, créé par le scénariste Pierre Macchio, avec Laurent Vicomte, Éric Erengel, Michel Faure et Laval Ng, qui dessinent chacun un cycle de 4 albums, puis participent tous à l'album conclusif. Une BD intéressante, même s'il me semble que l'intérêt va un peu en diminuant d'un cycle à l'autre. Les passages du vent, de François Bourgeon. Les passagers du vent, pas les passages du vent, et Banane. Une bande dessinée incontournable sur la navigation à une certaine époque, l'époque du commerce triangulaire. Il y a aussi Sambre de Isler avec la collaboration de Yann au scénario du premier album sous le pseudonyme de Balak. Un chef-d'œuvre magistral, du tragique sentimental. C'est magnifique, c'est superbe. Aussi, si Pilote va éventuellement suivre l'exemple adulte en se transformant d'hebdomadaire pour la jeunesse en mensuel pour adultes, les éditeurs et revues traditionnelles vont se mettre à publier quelques séries un peu plus adultes que ce à quoi elles nous ont habitués. Comme par exemple, la trilogie Nicopole de Bilal a été entamée dans la revue Pilote, une bande dessinée majeure de science-fiction, très intéressante au graphisme très particulier de Bilal. Il y a aussi eu Torgal, créé par Jean Van Hamme au scénario et Grégor Rosinski au dessin, repris au scénario par Yves Sante, Xavier Dorisson, le temps d'un album, et actuellement Yann, puis au dessin par Fred Vigneault, une série lancée par Tintin, alors que c'est pourtant une série quand même relativement violente, mais pas de la violence gratuite à mon avis, c'est la très bonne bande dessinée, même si c'est clair que l'intérêt n'est pas resté. Le cycle du PIK correspond très certainement le summum de la série, qui à partir éventuellement va perdre en intérêt, surtout à partir d'un album qui s'appelle, si je me souviens bien, Sous le sable, ou un titre qui ressemble à ça. C'est devenu plutôt lamentable avec les reprises de scénaristes. Il y a aussi l'éternelle revue Spirou, qui est une revue encore publiée à ce jour, qui va se lancer dans des bandes dessinées un peu plus adultes que ce qu'on pourrait s'attendre, avec Les Innommables, par Yann et Conrad, une série absolument hilarante, probablement la BD qui m'a fait le plus rire de ma vie, avec un dessin formidable aussi par Conrad. Il y a aussi eu Théodore Poussin de Franck Le Gall, qui a fait de l'aventure extraordinaire, inspirée par son grand-père, si je ne m'abuse, même si l'inspiration est assez loin de ce que raconte la série, bien évidemment. Il y a aussi eu Soda de Tom, avec les dessinateurs Luc Warnant, Bruno Gazzotti et Dan. Il y a aussi eu Largo Winch, ou Largo Winch, dessiné par Philippe Franck et scénarisé par Jean Van Hamme, d'après ses romans, maintenant sur des scénarios de Éric Giaconetti. Depuis, il y a l'évolution commerciale versus les tout petits nouveaux. L'évolution économique et technologique va affecter grandement
la BD des années 70 à nos jours, avec la crise économique, la concurrence de nombreuses activités dans une nouvelle société des loisirs communautaires, les discothèques, l'essor de la télévision et l'arrivée de la vidéo, sans oublier bien sûr le vieillissement des baby-boomers adultes. La BD est de plus en plus dans un mode de surproduction d'albums et les revues meurent les unes après les autres. De toutes les revues que j'ai mentionnées, seuls Spirou et Fluide Glacial ont continué sans s'interrompre. On pousse vers les genres populaires tout en laissant trop s'éterniser de nombreuses séries classiques et en laissant des auteurs reconnus jouer avec des séries similaires à leur grand succès, tels que par exemple Léonard de Turc et de Grotte, la tétralogie du monstre de Bilal, Les Compagnons du Crépuscule par François Bourgeon, ou les séries de Claire Bretéché, Les Frustrés et Agrippine. Léonard est une série que j'adorais dans ma jeunesse, mais c'est clair qu'au fil du temps, ça perd en intérêt. La tétralogie du monstre, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Personnellement, j'ai bien apprécié cette série, où Bilal expérimente pour la première fois l'outil numérique et s'en sort étonnamment bien. Les Compagnons du Crépuscule est une série absolument formidable qui n'a pas du tout à rougir avec la comparaison avec Les Passagers du Vent. Des succès gigantesques comme 13, L'Enfeuse de Troie, Les Psys au Titeuf ont un impact important sur les genres abordés et le succès du manga pousse à faire des BD dans un style manga ou un peu hybride, tels que Nomade, HK, Sillage ou Radiant. Média Participation mange de nombreux éditeurs. Simultanément, on voit avec la démocratisation de l'imprimerie l'essor des fanzines et petits éditeurs. L'autopublication connaîtra aussi une nouvelle forme avec l'arrivée de l'Internet, notamment la tendance des blogs BD. Cet essor parallèle mènera à l'essor de 3 genres particuliers, et ce même chez les éditeurs traditionnels qui suivront un peu le mouvement, quoique les 2 premiers sont parfois difficilement différenciables, la BD autobiographique, la BD reportage et la BD d'expérimentation formelle. La BD autobiographique permet bien évidemment aux auteurs de raconter leur vie, souvent un peu romancée ou humorisée ou résumée. La BD reportage peut sembler un non-sens. Comment un médium comme la BD pourrait proposer des reportages? Eh bien, car ce terme valise ne correspond pas nécessairement au reportage dans le sens le plus strict du terme. Et si un auteur va aller vivre une expérience particulière, comme par exemple visiter une ville qui vient d'avoir la guerre, ou survivre à un régime de terreur et exprimer son ressenti, souvent de manière assez schématique et rapide. Le reportage sur un sujet et l'expérimentation personnelle deviennent indissociables, ce qui rend ce type de BD souvent difficilement différenciable de la BD autobiographique. La BD d'expérimentation formelle est, comme le terme le suggère, une volonté d'expérimenter, de s'amuser avec la forme, de s'imposer des contraintes formelles. Cette tendance est à associer avec l'ouvroir de bande dessinée potentielle, ou BAPO. Sans doute le plus grand des petits éditeurs, l'Association, a dans son catalogue les exemples les plus marquants de chacune de ces 3 tendances, c'est-à-dire l'Ascension du haut mal de David B., Persépolis de Marjane Satrapi et Lapino et les carottes de Patagonie de Trondheim. L'Ascension du haut mal est David B., son auteur, qui relate son expérience à lui et l'expérience à sa famille
qu'il a découvert dans sa jeunesse, la situation une situation particulière, son frère qui est épileptique et sa famille qui essaie par tous les moyens de trouver un remède, une solution qui change son mode de vie. Persépolis, qui relate la vie de son auteur dans une situation politique particulière, ainsi que son voyage, son existence en Europe. Lapino et les carottes de Patagonie est une expérience pour son auteur pour sa toute première bande dessinée. Avant qu'il ne fasse la série Lapino, il a fait cet album qui est totalement en dehors de la série, qui se veut une expérimentation. Bien évidemment, ces trois tendances n'ont pas été inventées de nos jours, c'est des choses qui se faisaient autrefois, mais c'est des tendances actuelles très fortes. Évidemment, on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. Au revoir et à bientôt.